présenter mon projet de maîtrise qui s'intéresse aux changements écologiques et climatiques survenus dans le nord de l'Alaska pour la période du Pléistocène supérieur. Mes recherches sont basées sur l'analyse de sédiments provenant du dépôt qu'on voit ici en arrière-plan. C'est le Yedema de la rivière Killick. Pour commencer, je vais faire une brève mise en contexte. Le Pléistocène, c'est une époque géologique qui est ici à la fin de l'échelle géologique. C'est une période qui s'est déroulée il y a 2,6 millions d'années jusqu'à 12 000 ans avant aujourd'hui. C'est une époque qui se caractérise par une récurrence des cycles glaciaires et interglaciaires. Donc, comme on voit ici, qui représente un épisode glaciaire, durant ces épisodes-là, la plupart des masses continentales vont être recouvertes de glace, qu'on appelle des inlandis. Étant donné qu'il y a beaucoup d'eau qui va être stockée sous forme de glace sur les continents, ça va engendrer des baisses généralisées des niveaux marins. À titre d'exemple, au dernier maximum glaciaire, les niveaux marins ont chuté d'environ 120 mètres. Ce que ça a engendré, c'est certaines terres ont été exposées, dont le plateau continental qui sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Cette zone-là s'appelle la Béringie. Elle est restée non glaciée pendant la dernière glaciation. C'est justement à cause du territoire ici qui était émergé que cette région-là est restée non glaciée parce que ça a engendré des changements dans la circulation océanique, notamment quant aux apports. Il y avait dans le fond un courant de masse d'air chaude et humide qui arrivait sur ce territoire-là, mais là, il a été détourné. C'est que la Béringie se caractérisait par un climat très froid, mais surtout très aride. Et c'est ça qui a limité l'extension des glaces dans la région, mis à part pour les sommets qu'on voit ici en blanc sur la carte. Cette région-là était occupée par le biome toundra-steppe. Ce biome-là a servi de refuge pour la mégafaune du Pléistocène, a servi de refuge pour plusieurs espèces végétales et a servi de passage pour les premières populations humaines en Amérique. Donc, Béringie associée à des conditions très secs, très arides, très froides. Entre 80 000 ans et 12 000 ans dans le passé, ces conditions-là étaient telles qui ont favorisé différents processus de sédimentation. Dans la zone que j'ai étudiée en Alaska, c'était surtout des processus éoliens. Alors, il y a eu des dépositions de sédiments. Si on veut, dans le fond, la poussière atmosphérique s'est déposée dans les basses terres, dans les dépressions. Et au fur et à mesure qu'elle était déposée, il y avait une progression du front de gel supergécel qui se déplaçait vers le haut, donc qui gelait pratiquement de manière synchrone les sédiments, ce qu'on appelle un pergécel syngénétique. Ça a donc donné des dépôts qui ressemblent à ça. Ça peut représenter une zone dans les basses terres où il y a eu l'accumulation de ce type de dépôt-là. Juste en Alaska, ce type de dépôt-là va couvrir 420 000 km². Maintenant, ça, c'est mon site d'étude. C'est le Yedema de la rivière Killick. Il y a une paroi qui est exposée. Elle a été exposée par l'érosion causée par le méandrage de la rivière Killick durant les années 90. Ça a permis d'avoir une exposition d'environ 400 mètres de largeur par 30-35 mètres de profondeur. Donc, ça nous permet de remonter à plus de 50 000 ans dans le passé. Ce qu'on voit, les petits encadrés, ça représente les différentes zones d'échantillonnage qui m'ont permis de répondre à mes objectifs suivants. Donc, A, de reconstituer la dynamique végétale en analysant les pollens, en dénombrant les identifiants. Est-ce que je suis capable d'avoir un signal de la végétation qui existait tout au long de l'accumulation? B, à partir de mes résultats d'analyse pollinique, est-ce que je suis capable de déduire certains paramètres climatiques? Dans le fond, je me suis basée sur la technique des analogues modernes. La prémisse de cette technique-là, c'est que, par exemple, si une plante vit actuellement parce qu'elle a besoin de tel intervalle d'ensoleillement, tel intervalle de précipitation, de température, bien, on va assumer que si on retrouve cette plante-là à l'état fossile dans le passé, c'est probablement les mêmes conditions climatiques qui ont permis son existence. À partir des assemblages, on est capable de définir plus précisément certains paramètres. J'ai aussi utilisé une courbe de variation 18, dans le fond, en fonction des ratios au 16 et au 18, la courbe va suivre une certaine tendance qui va nous indiquer si on se trouve en épisode froid ou en épisode chaud. J'ai aussi, troisièmement, tenté de lier l'enregistrement sédimentologique. Alors, le contenu en carbone, en azote, contenu en glace, granulométrie, est-ce que je suis capable aussi d'avoir un signal que je peux corréler à ma reconstitution pollinique et aux paramètres reconstitués?
Ici, on se trouve à la base du site de Yedema, donc au niveau de la rivière Ikilik. Ça, c'est une séquence vraiment typique de Yedema, donc on voit des zones, des colonnes de sédiments qui vont être entrecoupées de gros coins de glace. Ça, c'est vraiment classique. Les coins de glace peuvent contribuer jusqu'à 50% du volume de ce type de dépôt-là. Et bon, ça, c'est la séquence d'échantillonnage principale. Qu'est-ce qui est intéressant avec les Yedema, c'est que ça permet d'explorer une échelle temporelle vraiment plus grande, parce que normalement, quand on va faire de la paléoécologie, à cette échelle temporelle-là, on va utiliser des carottes marines. Mais là, quand on veut reconstituer des paramètres continentaux, c'est intéressant d'avoir un site qui lui aussi est continental. Et normalement, on va utiliser, par exemple, des lacs et des tourbières. Mais les lacs et les tourbières, essentiellement, se sont formés suite à la déglaciation. Alors, on n'a pas le signal de la dernière période glaciaire. Déjà à l'œil, ce qu'on observe, on peut observer certains changements qui ont dû occurrir lors de l'accumulation de ce dépôt-là. De un, on voit qu'il y a un changement dans les volumes de points de glace. On voit également qu'il y a des zones qui vont être plus riches en matière organique. Par exemple, en surface ici, ça ne paraît pas trop sur la photo, mais ici, il y a une zone qui est plus noire, dans le fond, puis c'est des étages de taupes fossiles qui sont séquestrés dans les sédiments. Alors, pour revenir à mon objectif A, qui était d'avoir un signal de la végétation, mes résultats, ça me donne ça. Ça, c'est dans le fond, c'est les résultats bruts. Ici, en Y, on voit l'axe des profondeurs avec des dates. Sur l'axe des X, on voit les différents taxons identifiés, donc les familles de plantes que j'ai trouvées et leur abondance relative. Je vais surtout attirer votre attention sur le fait que toute la séquence est dominée par la catégorie des herbacées, mais surtout par ces deux taxons-là. Ça, c'est vraiment classique des études qui sont faites sur la Béringie. Ce sont deux plantes extrêmement productrices, donc ils vont produire beaucoup de pollen et ils vont être surreprésentés dans les diagrammes. Ça va avoir pour effet de masquer la véritable abondance, la véritable diversité des autres taxons. Si on fait juste focusser sur cette zone-là et qu'on détermine des zones en fonction de la dynamique de changement de ces deux taxons-là, on voit deux tendances. Une représentée dans les blocs en rouge où les cyperacées vont être dominants et dans les blocs en bleu où les poacées vont être dominants. Ces deux familles de plantes qui ont des affinités écologiques assez larges, mais juste pour donner une idée, ça c'est une image qui a été prise à la surface du Yedema. Les poacées vont avoir quand même plus tendance à rester dans les endroits plus secs, alors que les cyperacées vont préférer les zones humides. Je ne sais pas s'il y a une petite différence de teinte de verte à certains endroits qui va être dominée par les cyperacées. Autre chose, quand j'ai pris mes données de datation et que je suis allée chercher la stratigraphie pour le Pléistocène supérieur, je me rends compte que, grosso modo, chaque bloc, mes 4 blocs, sont pas mal associés à des épisodes stratigraphiques distincts. Le premier en haut, Holocène, donc l'interglaciaire actuel, justement avec des conditions plus chaudes et plus humides, dominance de cyperacées. Ensuite, le bloc en bleu ici, dominance de poacées, on se trouve en plein, dans le fond, ce bloc-là inclut le dernier maximum glaciaire, donc des conditions très froides, très xériques. L'autre bloc en rouge ici, c'est un interstade, donc au cours de la dernière glaciation, il y a eu une petite incursion à un moment donné qui a été plus chaude, et on semble capter le signal encore avec les cyperacées, et le bloc en bleu où les poacées vont dominer, qui est le début de la glaciation. Je vais toujours garder ce code de couleur-là. Rouge égale plus chaud, plus humide, bleu égale plus froid, plus sec. Pour ce qui est des paramètres reconstitués, ce que j'obtiens, c'est, bon, justement, dans les périodes, les blocs rouges plus chauds, les températures d'été reconstituées sont plus chaudes, plus près de la valeur actuelle qui est ici, qui est d'environ 8,7 degrés. Pour les épisodes en bleu, les épisodes plus froids, les températures d'été sont plus faibles. Ça transparaît aussi en contraste saisonnier, peut-être un peu moins, mais dans le fond, dans les épisodes chauds, il y a une plus grande différence entre les températures de saison d'été versus l'hiver. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en consultant la littérature, je me suis rendu compte que mes paramètres avaient été reconstruits, comme par exemple ici, transition Holocène, qui est la transition entre le bloc bleu et le bloc rouge ici. Dans la littérature, on rapporte que les températures auraient été de 1 à 2 degrés plus froides que l'actuelle. Puis j'arrive pas mal dans cet intervalle-là. Lors du Wisconsinien supérieur, donc dernier maximum glaciaire,
Les températures auraient été de 1 à 4 degrés plus froides que l'actuelle. Je rentre encore dans l'intervalle. Pour ce qui est du Wisconsinien moyen, qui est la petite incursion chaude dont je vous parlais au début, on rapporte dans la littérature que, dans le fond, les valeurs seraient autour de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui n'est pas si loin non plus. Pour le Wisconsinien inférieur, il n'y a pas de valeur, parce que comme je vous disais, les séquences continentales en paléontologie, souvent, on explore une échelle de temps moins étendue. Maintenant, j'en arrive à ma courbe isotopique. En gros, on s'en fout des valeurs, je veux juste qu'on remarque la tendance. Là, peut-être que l'échelle en haut n'est pas propice à voir tous les changements, mais plus les points sont à droite, plus c'est chaud, plus les points sont à gauche, plus c'est froid. Et ça se concorde avec, ça dans le fond, c'est la courbe qui est utilisée, qui est acceptée pour la région. Bon, c'est sûr qu'ici, l'échelle a été ajustée pour qu'on voit bien toutes les variations, mais la tendance est là quand même. Maintenant, en C, pour mes résultats sédimentologiques, je vais juste en présenter un encore une fois. Ce qu'on observe, c'est que bon, tout au long de la séquence, le carbone contenu est assez faible, mais durant les 2 épisodes chauds, on voit que la moyenne de ce carbone-là augmente. Donc autour de 6,7 %, alors que durant les épisodes froids, c'est surtout autour de 3,7 %. On remarque aussi que dans ces 2 épisodes-là qui ont plus de carbone, ce carbone-là est représenté plus par du carbone organique, alors que durant les épisodes froids, il est presque à 100 % inorganique. Avant de parler de contenu volumétrique en glace, je voudrais faire un petit parallèle avec la séquence d'échantillonnage que je vous ai montré au début. Dans le fond, les profondeurs des 2 étages de tourbe que je vous parlais correspondent assez bien avec les résultats de carbone. Alors en surface et les étages de tourbe fossiles arrivent justement dans cet intervalle de profondeur-là. Maintenant, pour le contenu volumétrique en glace, on voit un signal assez net, donc plus de contenu durant les épisodes chauds, autour de 75 %, comparativement aux épisodes froids où ce contenu-là est plus autour de 56 %. On pourrait supposer que durant les épisodes chauds, comme j'ai dit, les Yedama se forment surtout par apport éolien dans la région. Donc, si on a des conditions plus clémentes, il y a moins d'apports éoliens. Donc, la surface du Yedama est plus stable, elle s'élève moins rapidement. C'est peut-être plus propice, justement, dans les conditions plus chaudes, d'avoir des dépressions d'humidité. Formation des taches de tourbe, donc un milieu saturé en eau. Cette eau-là qui va être enregistrée dans le signal à l'état fossile dans les sédiments. Pour finir, je voulais juste donner un aspect visuel. Par exemple, durant les épisodes froids, bon, ça pouvait ressembler à ça. Donc, de vastes étendues dans les basses terres de la Béringie, pas d'extension des glaciers, un couvert assez épars, assez xérique, refuge pour la mégafaune du Pléistocène. Alors que, par exemple, dans la zone où j'avais une incursion plus chaude, où j'avais mes étages de tourbe fossiles, des conditions climatiques peut-être plus clémentes, des températures plus élevées, plus propices à l'accumulation d'eau dans les dépressions, formation de niveau de tourbe, dominance d'espéracée. Je vais juste finir en faisant 3 brèves conclusions qui sont en lien avec mes objectifs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le signal polynique, l'alternance entre les cyperacées et la dominance de poacées était bien liée dans le fond au signal climatique. Et les paramètres reconstitués concordaient assez bien avec les résultats qu'on a trouvés dans la littérature. Puis ça, j'ai oublié de mentionner, quand je comparais dans le fond ce que moi j'avais à ce qu'on rapportait dans la littérature, ces températures-là avaient été reconstituées à l'aide d'autres indicateurs, par exemple des analyses macrofossiles, des analyses d'insectes. Donc, en utilisant carrément un autre indicateur, j'en suis arrivée aux mêmes résultats qui sont généralement acceptés dans la littérature. Et aussi, on voyait dans le résultat des analyses sédimentaires qu'il y avait des corrélations avec les zones que j'avais déterminées. Donc, en utilisant une technique d'investigation complètement différente, indépendante de Pauline Clumet, j'arrivais à déterminer les mêmes zones dans ma séquence. Alors, c'est ça. Questions? C'est quoi exactement? J'ai peut-être juste manqué. Bon, tu vois, c'était super aride, super sec. Fait que là, par exemple, dans l'air, il y avait toutes sortes de sédiments qui étaient transportés, notamment du silt. Puis aussi, c'est des grains de pollen, toutes sortes de choses qu'il y avait dans l'atmosphère. Puis là, dans les basses terres, dans les dépressions,
bien, cette poussière-là finissait par se déposer. Puis elle s'accumulait, puis au fur et à mesure, le front de gel du pergélisol augmentait, ça fait qu'il gelait les sédiments. Ça fait que dans le fond, un yédoma, c'est ce dépôt de pergélisol syngénétique-là qui s'est accumulé seulement dans les Béringiers à cause du climat sec et froid. Ça n'a pas rapport avec la forme géomorphologique de... Non, ben tu vois, comme je disais au début, ouais. Tu vois, les dépôts de yédoma, on peut en trouver pas mal dans toutes ces régions-là, parce que c'est des régions de basse terre. Mais, comme ici, souvent, là, quand on va faire des études à partir de yédoma, c'est qu'il y a des processus d'érosion qui vont avoir fait exposer une paroi. Puis c'est à partir de cette paroi-là. Parce que sinon, on pourrait procéder juste par forage, parce que, tu sais, il n'y aurait pas de surface exposée, mais on n'irait pas très loin. Il y a quand même une limite. Fait que la plupart des études, ben, toutes les études, en fait, vont être réalisées à partir de faces qui vont avoir été exposées par différents mécanismes. Comme moi, il y avait le passage de la rivière Kilé qui avait érodé la paroi. Une question vraiment niaiseuse. Si par exemple, vous découvrez par inadvertance un fossile ou des ossements de mammouth, comme on voit l'image, j'imagine que ça doit changer complètement la dynamique de la recherche. Rendu à ce point-là, je ne sais pas ce qui arrive. Est-ce que le gouvernement prend en charge ce site-là? Mais je te dirais que c'est des sites justement vraiment propices. Oui, c'est ça. Puis, ben, j'imagine que ça J'imagine qu'à ce moment-là, c'est ça, tu ne peux plus travailler sur ce site-là. J'imagine que le gouvernement prend en charge. Ah non, il y a plusieurs études qui sont menées. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Ouais, non, Okay. je pense pas que ça cause problème. Peut-être qu'en bout de ligne, le fossile doit se ramasser dans une institution quelconque, mais pour le procédure de recherche, je pense pas que ça change quelque chose. Ça doit être bon pour le CV. Ouais, Un mammouth. tu dis après ta recherche. J'ai trouvé un mammouth. Mais j'ai demandé Lina dans le fond, mais j'ai trouvé ça super intéressant quand on savait pas nous travailler ensemble, puis je savais pas trop qu'est-ce que tu faisais. Mais j'ai demandé, dans le fond, est-ce que c'est une nouvelle technique? Est-ce que ça a déjà été fait par d'autres chercheurs avant d'utiliser une élément pour une reconstitution comme ça? Je te dirais que les seules études que j'ai vues, c'est en Russie. Parce que, quand on voyait l'image, les Ringiers, au début, on voit aussi qu'il y a une section qui se trouve être en Sibérie. Puis eux, ils avaient commencé à étudier ce type de défaut-là bien avant. Les études vont principalement se trouver là-bas. Mais il y a des avantages à utiliser yédoma dans le sens où ça va nous permettre d'explorer une échelle temporelle plus grande, mais il y a aussi des désavantages parce que tu ne peux pas aller, par exemple, au centimètre pour faire tes analyses. Ça va être un pas d'échantillonnage souvent plus grossier, puis ça va te donner un peu des images dans le temps de à quoi ça ressemblait. Ce ne sera pas comme des sédiments de lacs ou de tourbières qui se sont accumulés de manière annuelle, de manière super stable. Je veux savoir, les coins de glace, là, tu disais que la largeur variait en fonction de la période. Est-ce que, dans le fond, dans les périodes plus sèches, il y a des coins de glace plus massifs ou plus petits? Ben c'est ça. Là, il me reste, c'est dans mes travaux. Dans le fond, ici, on a les étages de tour, coins de glace plus larges, plus de planétaires, etc. Puis durant, par exemple, le maximum glacial qui est à peu près ici, les coins de glace sont vraiment plus étroits, parce que conditions très directes. Dans le fond, le coin de glace se forme par la contraction du sol en dégel? Ben, pour des coins de glace épigénétiques, oui. Pour des coins de glace syngénétiques, je pourrais pas tellement t'expliquer, mais je sais qu'ils vont se former du bas vers le haut. Ce ne sera pas des fentes qui vont se remplir. C'est pour ça qu'on peut faire des analyses de O18 à partir de l'eau contenue, parce que ça a accumulé au fur et à mesure qu'il y avait le dépôt. Mais je pourrais pas vraiment plus en détail. Dans tes interstades les plus chauds, dans le fond, tes périodes chaudes, tu trouves une quantité de carbone organique séquestrant des sédiments qui est plus importante, en plus d'un eau qui est plus important. Est-ce que ça indiquerait que dans cette région-là, un réchauffement climatique futur pourrait séquestrer plus de carbone dans ça? Ben, on pourrait croire que plus de densité de végétation, formation d'étages de tourbe, oui, mais en même temps, quand on regarde toute la région qui est couverte par ce type de dépôt-là, un réchauffement pourrait aussi permettre de délocaliser
du vieux carbone qui était séquestré dans la région. J'allais dire, dans le fond, s'il y a des gros coins de glace, ça va être sensible beaucoup au changement climatique. De cette façon-là, parce que ça peut dégeler plus rapidement, comme on dit, puis se déstabiliser. Oui, oui. Ben, c'est ça. Là, dans le fond, moi, j'étudie une séquence, mais tu vois, à chaque année, elle recule de plus en plus, puis il y a une délocalisation qui se fait. Puis un réchauffement, il y a une destruction de